bien, bonjour à toutes et tous, bonsoir devrais-je dire, parce que je sais que certains sont déjà en soirée. On aura une approche aujourd'hui très internationale, très intercontinentale, je dirais. Et je sais que vous êtes déjà connectés aux États-Unis, en Asie bien sûr, en Europe ou en Afrique. Donc moi, je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe INSA, et j'ai plaisir, comme pour chaque rendez-vous, eh bien, à vous accueillir pour ce nouvel INSA Talk sur le sujet Entreprendre à l'international. Alors, vous étiez une centaine d'inscrits. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre très vite. 80% d'étudiants issus de l'ensemble des écoles membres du groupe INSA, 14 établissements, je les rappelle rapidement, 7 INSA en France, INSA Euro-Méditerranée au Maroc et 6 écoles partenaires. Alors, vos micros sont éteints, vous le savez, et donc c'est via le chat que vous allez pouvoir poser toutes les questions aux intervenants. Et nous avons aujourd'hui deux porte-paroles, deux diplômés INSA. Tout d'abord, Isabelle Nadjoua Saïdou, qui est diplômée Lyon, génie mécanique 2020. Elle est actuellement en stage chez Infineon à Munich, en Allemagne. Elle a aussi de nombreuses expériences déjà en Europe, en Afrique, en Asie. Et pour l'accompagner, Mohamed Ben Saïd, ingénieur donc INSA Toulouse 2000, génie informatique. Mohamed vient d'être élu président d'INSA Alumni Maroc. Il est aussi entrepreneur et basé à Casablanca. Alors aujourd'hui, 4 invités et j'ai plaisir à vous présenter le premier d'entre eux, Julien Olivier, délégué général de la Fondation INSA Centre-Val de Loire. Il est aussi coordinateur des projets innovation et entrepreneuriat dans le même établissement. Julien, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc Julien Olivier de l'INSA Centre-Val de Loire. Donc avant de m'occuper de la fondation INSA depuis quelques mois, donc je pilotais et je pilote toujours un petit peu l'entrepreneuriat étudiant à l'INSA et c'est dans ce cadre-là que j'interviens auprès de vous. Il faut savoir que dans les années 2014-2015, l'État a accentué en fait sa politique concernant l'entrepreneuriat étudiant. L'objectif, c'était de créer des entreprises à forte valeur ajoutée et des emplois durables sur le territoire. Et dans ce cadre-là, le groupe INSA a accentué aussi sa politique pour sensibiliser, former et accompagner ses étudiants à l'entrepreneuriat, notamment en favorisant l'innovation et le numérique. Alors du coup, il a mis différents moyens à disposition pour cela. Il a profité notamment des programmes d'investissement d'avenir liés au programme PEPIT, qui est né en 2014 et qui a vu la création du statut national étudiant-entrepreneur en 2015. Ce statut, en fait, est à destination des étudiants de l'enseignement supérieur qui, en parallèle de leurs études, auraient un projet de création, de reprise d'entreprise. Le groupe INSA a du coup aussi développé de plus en plus de partenariats avec des incubateurs, des pépinières et des réseaux d'entrepreneurs locaux. Notamment avec les écosystèmes comme les chambres de commerce et d'industrie ou les réseaux professionnels. Le groupe INSA a également, je dirais, développé son offre en termes de formation à l'entrepreneuriat, notamment au travers de modules de sciences humaines, au travers aussi de modules liés à l'innovation. Ça a été fait notamment dans le cadre d'un groupe de travail qui a existé autour d'un autre PIA et Innovent, en fait, innovation pour les entreprises, notamment liées à l'export. Donc là, ça concerne l'international. Et c'est vrai que dans le cadre de ce groupe de travail Innovent, eh bien, des maquettes de formation à l'entrepreneuriat ont été labellisées au sein des différents établissements du groupe pour que les étudiants puissent bénéficier, je dirais, des compétences de base transversales liées à la création et à la reprise d'entreprise. Donc, c'est vraiment politiquement, je dirais, une implication forte du groupe et des établissements du groupe pour que tous les étudiants soient sensibilisés, formés à l'entrepreneuriat et que ceux qui le souhaitent puissent être accompagnés, je dirais, à la création d'entreprises réelles.
comment ça se matérialise? Au sein des différents INSA, vous avez des concours régionaux, souvent qui sont liés à l'entrepreneuriat étudiant. Vous avez aussi des étudiants qui participent à des concours nationaux liés au ministère de l'Enseignement supérieur, au programme PEPIT, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît. PEPIT, c'est un acronyme pour plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, hein, qui pilote le statut étudiant-entrepreneur notamment. C'est très lié aussi à la BPI, hein, la Banque publique d'investissement, qui travaille avec les différents INSA sur ces thématiques. En termes de formation, je vais prendre un exemple, hein, je vais prendre celui de Centre Val-de-Loire pour un peu, évidemment celui que je connais le mieux, pour illustrer ça. Eh bien, tous les étudiants suivent un module de formation obligatoire de 32 heures, 12 heures de cours et 20 heures de projet à l'entrepreneuriat, en 4e ou en 5e année. Ce qui fait que tous les étudiants qui passent par l'INSA, à un moment donné dans leur parcours, suivent cette formation. Et ça s'est illustré notamment, l'impact que ça a eu, ça a valu notamment à 2 INSA du groupe d'être classés premiers par l'usine Nouvelle sur la politique liée à l'entrepreneuriat étudiant. Donc, sur les 3 dernières années, ça a toujours été un INSA qui a occupé cette place-là. Et néanmoins, je dirais, au niveau du groupe, c'est clair qu'on retrouvait les INSA très très bien placés parmi les 150 écoles d'ingénieurs présentes en France. Donc, aujourd'hui, l'entrepreneuriat étudiant au sein des INSA, c'est clairement plus de la moitié des projets qui sont liés au numérique, soit thématiquement, soit fortement dépendants, c'est-à-dire que c'est lié à des applications ou d'autres choses liées au numérique. On se rend compte que ça intéresse beaucoup les étudiants internationaux. Comme vous le savez, au sein des INSA, je dirais que quasiment un quart des étudiants sont des étudiants internationaux. Ils sont beaucoup intéressés par l'entrepreneuriat. Donc, du coup, il y a une forte approche aussi internationale de l'entrepreneuriat. Les femmes sont malheureusement encore sous-représentées, c'est-à-dire que si globalement on considère qu'un tiers des étudiants de l'INSA sont des femmes, pour l'entrepreneuriat, on est plutôt à un 5e, un quart. Donc, du coup, je dirais il y a une forte implication pour justement que plus de femmes puissent se lancer dans un parcours de création d'entreprise, tout simplement. Après 5 ans, on considère qu'à peu près qu'un tiers des projets incubés au sein des INSA sont immatriculés. C'est plutôt une belle proportion. Certains sont immatriculés pendant les études, d'autres le sont à l'issue. Qu'est-ce qui fait que finalement les 2 tiers des projets ne sont pas immatriculés? On se rend compte que le fait que les étudiants entrepreneurs de l'INSA qui acquièrent, grâce aux formations, grâce à l'accompagnement, beaucoup de compétences transversales et pluridisciplinaires, comme la gestion de projet, le marketing, la communication et d'autres compétences, sont chassés en fait par les grandes entreprises partenaires des INSA, hein, puisque ça les intéresse de pouvoir compter au sein de leur entreprise sur des gens qui pourraient développer l'intrapreneuriat finalement, donc avoir un esprit, je dirais, transversal, création d'activités. Donc, en fait, je dirais, le fait qu'il n'y ait pas création au bout du parcours, ce n'est pas forcément un échec, ça peut être une autre réussite, ce qui est souvent lié à une insertion professionnelle sur des postes, je dirais, clés et plus intéressants que la moyenne, notamment sur l'intrapreneuriat. Merci beaucoup pour ce propos introductif qui marque l'importance de l'entrepreneuriat dans le cursus INSA. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, l'INSA Talks, c'est un rendez-vous mensuel qui a été mis en place en décembre dernier. C'est un partage justement d'expériences entre les diplômés basés à l'international et les élèves ingénieurs INSA. Donc, c'est aussi l'occasion de fédérer nos réseaux, notre communauté, de valoriser et développer votre réseau autour de valeurs de partage, de bienveillance, en y intégrant systématiquement une dimension internationale. Alors, bien sûr, l'INSA Talk n'a pas vocation en 1 heure à couvrir de manière exhaustive un tel sujet. C'est cependant, je l'espère, une ouverture que nous vous proposons à tous d'ailleurs, élèves et alumni.
Alors, avant de démarrer, je propose un petit sondage très court pour savoir finalement qui est notre public aujourd'hui. Là, je vous laisse répondre en un clic. Et je partage même les résultats avec vous. Donc, vous voyez une minorité d'entrepreneurs. Par contre, on peut supposer qu'effectivement, eh bien, vous êtes nombreux à avoir de l'intérêt pour cette dimension. Alors, rentrons désormais dans le vif du sujet avec nos 3 diplômés, Olabisi, Frédéric et Laurent. Olabisi est diplômé INSA Lyon, génie électrique, 2009. Il est cofondateur de WeCarry, basé au Sénégal. Frédéric, INSA Strasbourg, génie civil 98. Il est Finance and Marketing Director, Managing Director of 3Eco, une entreprise donc basée à Londres. Et enfin, Laurent, INSA Lyon, Télécom, TC donc 2006. Laurent est Managing Director of Digital Content Technologies, DGCT, et il est à Singapour. Donc à tous, merci de respecter au mieux le timing pour que nous ayons ensuite du temps pour les échanges. Et je vous invite tout de suite à partir au Sénégal pour rejoindre Olabisi. Bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction, Marie-Pierre. Donc, n'hésitez pas à me couper si mon propos est un peu long. Je vais rapidement faire une petite présentation de moi-même et puis du parcours et de ce qu'on fait à WeCarry. Donc, en 3 points. Donc, déjà, pourquoi WeCarry, expliquer qu'est-ce qui a amené le projet. Ensuite, parler d'un point important dans notre aventure, c'est la levée de fonds qui a eu lieu en 2017. Et après, je vais terminer sur les événements plus récents. Donc, comme tu disais, Marie-Pierre, moi, j'ai fait l'INSA de Lyon. Je suis diplômé 2009, génie électrique. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait une filière ingénieur entreprendre, mais on n'avait pas de statut étudiant entrepreneur. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir que l'INSA avance beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, en 2012, j'étais à Paris. Je venais de finir un master spécialisé à ESCP Europe. Et donc, j'ai appelé des amis qui étaient rentrés au Sénégal, qui avaient commencé une activité de livraison locale de courrier pour des entreprises. Et moi, étant à Paris, j'étais sur 2, 3 projets, je me cherchais un peu. Et en fait, j'ai eu des problèmes pour envoyer des colis à de la famille au Bénin parce que je suis originaire du Bénin. Et comme j'avais personne vraiment de confiance sur place et qui était disponible surtout pour travailler au niveau du Bénin, j'ai appelé mes collègues du Sénégal qui étaient donc rentrés au Sénégal eux-mêmes. On s'était connus à Lyon sur le campus de la Doua. Au niveau du Sénégal, pour des colis, des personnes qui souhaitaient recevoir des marchandises et des colis qui étaient disponibles sur des sites de vente en ligne internationaux, mais difficilement accessibles parce que ces sites de vente en ligne, en fait, ne proposaient pas, sont adaptés vers le continent africain et notamment donc vers le Sénégal. Donc, en fait, après les premiers mois où on tâtonnait un peu, au bout de 4, 5 mois comme ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait se repositionner, se spécialiser sur le créneau des sites de vente en ligne. Et donc, c'est ce qu'on a fait et on a commencé à avoir beaucoup de commandes, notamment Amazon. Et on a fait comme ça, on a doublé le chiffre d'affaires chaque année pendant 3 ans à peu près. Donc, on a commencé en 2013, on a dû faire 50 000 euros. Et en 2013, 50 000, 2014, 100 000, 2015, 180 000 à peu près. 2016, on devait être à 250, 260 000.
Et, et après, c'est là où on a levé des fonds après, parce qu'on a commencé à parler avec un fonds d'investissement qui fait de l'amorçage, donc qui mettait des tickets entre 150 000 et 300 000 euros. Et donc, on a levé 300 000 euros en 2017. Et là, donc, du coup, ça a été un long parcours du combattant pour lever des fonds. Nous, ça nous a beaucoup soulagés parce que la logistique, c'est un secteur où il y a beaucoup de charges. Et là, tout a changé. Tout est devenu plus, on va dire, plus, moins spontané, on va dire, parce qu'on a amené des nouvelles personnes dans le bateau. Et, du coup, on a continué à dérouler notre modèle. Et je pense que l'année 2018, c'est une année où on a fait beaucoup d'erreurs. Ma prise de parole est trop courte pour que je rentre dans les détails, mais on aura l'occasion peut-être dans les questions. Et du coup, la croissance a commencé un petit peu à ralentir. Et là, depuis l'année dernière, en fait, depuis fin 2019, début 2020, on a pivoté un peu et on a laissé de côté un petit peu tout ce qui est site de vente en ligne pour se concentrer vraiment sur les petites et moyennes entreprises qui ont des opérations avec l'Afrique et qui font venir des palettes, des machines, des équipements. Et on travaille spécifiquement avec ce genre de clients-là en essayant d'avoir une expérience client la plus fluide possible, en s'appuyant notamment sur de la technologie. Donc là, il y a pas mal de choses qu'on avait faites, qu'on a un peu perdues. Notamment, on avait développé un système d'information en interne où il y avait un tracking disponible pour nos clients qui permettait de suivre leurs colis. Et là, j'ai beaucoup de clients qui me demandent, ouais, mais le tracking, il est où? Parce qu'en fait, on a eu des petits soucis, de ressources humaines et des soucis techniques aussi qui ont fait que là, on est en train de refondre notre système d'information pour pouvoir toujours proposer à nos clients la meilleure expérience possible et lancer aussi des nouvelles lignes de business pour se différencier des acteurs qui sont actuellement présents sur le marché. Alors, au niveau du temps, Marie-Pierre, j'ai parlé beaucoup là ou pas? Allez, je te laisse encore 1 minute ou 2 max. Super, ok. Alors, je vais prendre une dernière minute. Euh, Donc, en gros, Wikari, c'est une belle aventure humaine. J'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on se rend compte, je vais aller sur la petite phrase qui est mentionnée dans la slide, c'est que moi, avec le recul, je pense qu'il y a un choix à faire. De toute façon, quand on veut gagner quelque chose, il faut accepter de perdre quelque chose. Et le choix, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et je pense qu'il faut toujours choisir entre la rentabilité ou la croissance. Et nous, en fait, à partir de 2017, on a commencé un petit peu à se mélanger entre les deux. Et ces deux paradigmes qui ne fonctionnent pas ensemble, en fait. Et du coup, c'est ce mélange-là de vouloir être rentable, mais en même temps de vouloir faire de la croissance qui a fait que on n'a pas pris certaines bonnes décisions et que notre croissance a chuté. Et en 2020, c'est la première année où on a fait de la décroissance carrément. Donc, c'est vraiment dommage parce que si on avait suivi le business plan, aujourd'hui, en 2020, on était censé faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des chiffres d'affaires qui sont modestes à l'échelle européenne, mais dans un contexte africain, c'est pas négligeable parce que en fait, on va dire comment on explique ça. Après, bon, je pourrais pas, faudrait que je rentre en détail dessus plus tard, peut-être dans les questions. Mais en gros, voilà, je vais finir mon propos là-dessus. Enfin, j'encourage tout le monde à se lancer et faire attention voilà, sur quel paradigme vous partez, quoi. C'est ça. Olavissi, merci beaucoup pour ce premier partage de la réalité du terrain. On le voit, et il y a déjà de nombreux messages dans ton intervention, même si elle est courte, et j'en suis désolée. Back to Europe, et on va passer la parole à Frédéric. Oui, bonjour à tous, Frédéric Sanchot, INSA Strasbourg 1998.
Alors moi, j'ai débuté ma carrière à la SNCF et puis ensuite, je suis parti en filiale chez AREP à l'agence des gares. Et mon parcours international a commencé en Angleterre, quand je suis allé en tant qu'expatrié m'occuper de la ligne à grande vitesse, la première ligne à grande vitesse au Royaume-Uni, à l'époque pour le compte d'Alstom Transport. Et c'est à la suite de ce projet qui s'est vraiment bien passé, qui a été un succès assez retentissant, que j'ai décidé de créer mon entreprise. Donc, c'est vraiment un parcours réfléchi à plus long terme et c'est un peu différent de ce que nous a dit Olabici, par exemple. Alors, première création d'entreprise, pourquoi Londres, pourquoi le Royaume-Uni? Alors, j'allais dire, la raison de base, c'est que c'était pratique, parce que j'habitais à Londres, je m'y plaisais, et l'autre raison, c'est le fait de comprendre, quand on est dans un pays, quels sont quel est le contexte administratif, quelles sont les contraintes, ce qu'on appelle ici le red tape, qui nous empêche de faire des choses ou qui nous permet justement de comprendre comment parcourir ou naviguer tout ça. Donc voilà, la première raison, c'est ça. Peut-être la deuxième raison, c'est que malheureusement, j'espère que ça a changé depuis que je suis parti de la France en 2002, mais la réputation pour les entrepreneurs à l'époque en France était un peu plus compliquée. L'Angleterre, même si elle est très forte en propagande, on va dire, accueillait les entrepreneurs avec un tapis rouge. Et donc, il y avait vraiment cette impression d'Eldorado que des choses qu'on réussirait à Londres, on ne les réussirait pas à Paris. C'est sans doute un stéréotype et c'est sans doute complètement faux, mais en tout cas, c'était mon opinion à l'époque. Donc, après ça, deuxième création d'entreprise plutôt en Asie du Sud-Est. Donc, Hong Kong, pour des raisons évidentes de compétitivité. Sans doute Laurent qui est à Singapour pourrait nous expliquer pourquoi lui aussi ça vaut le coup là où il est. Donc on a fait ça pendant quelques années afin de pouvoir toucher d'autres secteurs de la construction et des essais de la mise en service, notamment au Cambodge. Et puis finalement 2018, troisième création d'entreprise. Alors j'ai mis en plaisantant jamais 203. La réalité c'est que j'ai commencé tout seul et quand on évolue dans ce secteur, on se rend compte que à un moment donné, on touche un peu le plafond de verre. Et si on a plusieurs personnes dans l'entreprise qui sont aussi motivées que vous, qui sont impliquées, ça quand même facilite beaucoup les choses. Des employés par rapport à des partenaires, ce n'est pas tout à fait la même chose. Chacun est à sa place fournit les bons éléments, mais bon, c'est important. Donc, créer une troisième entreprise avec deux partenaires. Alors pour moi, mes messages clés, et puis vous pourrez interroger dans les questions, c'est évidemment bien choisir où s'implanter, parce que si vous ne connaissez pas le pays, ce que j'ai fait à Londres, je ne l'aurais peut-être pas fait en Croatie ou en Amérique du Sud, en tout cas, comme j'ai dit, pas en France. Et l'autre aspect qui est complètement un peu antagoniste peut-être avec ce que Olabici a fait, c'est que pour moi, dans mon secteur d'activité, l'importance d'accumuler et de maîtriser des compétences rares et recherchées, j'allais dire rares et chères, mais rares et recherchées est essentielle. Sans ça, vous êtes monsieur tout le monde. Donc, dans mon secteur d'activité, c'est complètement ahurissant ou aberrant, c'est le bon terme, de pouvoir espérer monter une boîte de ce niveau-là juste en sortant de l'école. Donc, je préfère vous le dire tout de suite. Donc, pour ceux qui sont salariés ou qui vont devenir salariés, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose parce que c'est le meilleur moyen de viser l'excellence, c'est de gagner en autonomie. Qui dit gagner en autonomie dit gagner en liberté. Qui dit gagner en liberté dit souvent faire beaucoup plus de choses et se rapprocher du lifestyle, comme on dit, de l'entrepreneur. Et puis, ça permet aussi de vous lancer en disant, bah, maintenant, j'ai des bases solides, je sais ce que je dois faire. Donc, pour moi, c'est un peu le contraire de poursuivre une passion mal définie. 99% des gens, ça ne marche pas. Il y a 1% de pilotes de Formule 1, il y a un ou deux joueurs de foot géniaux, etc. Et des gens qui sont musiciens, mais pour 99% du commun des mortels, c'est difficile de trouver une passion. Donc tout ça, c'est lié à prendre des risques calculés. Et dans ces risques calculés en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment gagner la confiance de gens essentiels qui tournent autour de vous
moi, quand j'étais sur le projet High Speed One, sans ce projet-là, sans l'influence de certains directeurs, de certains commerciaux, il aurait été impossible de trouver du travail en tant qu'individu et indépendant dès 2007. Or, j'ai monté la boîte après avoir eu le contrat. Donc, ça vous dit, c'est un peu à l'envers de ce que souvent les entrepreneurs subissent, commencent rien et puis ils grossissent. Moi, j'avais déjà un gros carnet d'adresses quand j'ai commencé. Mais c'est effectivement lié à la nature de mon business. Voilà. J'espère, Marie-Pierre, que je suis dans les temps. C'est parfait, Frédéric. Merci. Avec déjà un témoignage et des messages complémentaires à ceux de l'ABC. Et cela doit susciter, je pense, chez vous beaucoup de réactions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors, en temps normal, de Londres à Singapour, il y a un vol direct. Aujourd'hui, je vous propose un clic direct. Laurent, the floor is yours. Merci. Bonjour tout le monde. Donc Laurent Fabry. Donc je suis basé à Singapour. J'ai créé une société qui s'appelle Digital Content Technology ou en résumé DGCT. En fait, j'ai fait IF 80 dans l'année 87, mais parce que Télécom n'existait pas et quand on regarde mon parcours, en fait, j'aurais plutôt fait Télécom. Donc, pour expliquer un petit peu mon parcours, donc, je suis sorti de Lyon en 87. J'ai commencé ma carrière de manière assez traditionnelle en travaillant dans des sociétés de services, essentiellement dans le domaine des télécoms et des médias. Donc, j'ai listé un petit peu toutes les sociétés pour lesquelles, qui ont été nos clients sur lesquels j'ai travaillé, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc ça, c'était la première phase de ma carrière. Ensuite, deuxième phase parisienne où j'étais patron technique de la chaîne météo, qui était une télévision sur le câble et satellite, où j'ai appris beaucoup. Et ça m'a mené jusqu'en 1999 et j'étais patron technique. Et à l'époque, il y avait le bug de l'an 2000 et je n'avais pas spécialement envie de rester devant mes ordinateurs le 31 décembre 1999. Et j'avais envie de faire un break et ça faisait pas mal de temps que je voulais avoir une expérience à l'étranger. Donc, j'avais décidé de faire un break et d'aller chercher du boulot au Canada. Et avant d'aller chercher du boulot au Canada, j'ai commencé à voyager, à faire un petit tour, et ce qui m'a amené en Asie du Sud-Est. Et paradoxalement, avec les quelques contacts que j'avais sur Singapour, au bout de 5 heures à l'époque, après être atterri, on m'avait déjà proposé un boulot, opportunité que je n'ai pas pris, mais que j'ai pris quelques mois plus tard, où j'ai commencé à travailler pour une boîte américaine qui s'appelait Informix, qui est maintenant acquis par IBM. Donc, tout ça, c'est une carrière à peu près traditionnelle. Il faut savoir qu'en 2000, on a eu également le début de la bulle Internet, la crise de la bulle Internet. Et nos partenaires américains nous ont lâchés sur un gros projet qu'on avait gagné à Hong Kong. Et c'est là où j'ai commencé en fait la première phase de mon activité de DGCT. Notre client à Hong Kong voulait continuer un gros projet. Et à ce moment-là, il me demandait de travailler pour eux. Et étant basé à Singapour et étant résident permanent à Singapour, c'était assez facile pour moi de créer une entreprise à Singapour. Donc, paradoxalement, j'ai pris mon avion un jeudi soir pour retourner de Hong Kong à Singapour. J'ai déposé la société avec $100 sur Singapour et redémarré mon activité en tant que consultant et architecte technique dans le domaine du broadcast pour ce client hongkongais. Donc voilà la première phase en fait de mon activité. C'est pour ça que je mets dans mes slides DGCT V1, V2 et la suite. Donc la première activité, c'était très opportuniste. J'ai commencé mon activité en effet comme Frédéric en ayant déjà un client et en me lançant. Ces premiers projets m'ont permis aussi de construire un petit peu mon réseau dans la région. Et ensuite, paradoxalement, de mon deuxième
opportunité était un partenaire, une connaissance qui voulait lancer un projet en Suisse. Donc, ça m'a ramené vers la France. On a lancé une activité, un projet innovant de communication sur les points de vente sur la Suisse, en commençant le travail sur Singapour, en intégrant de la technologie qui venait de Taïwan, de l'Australie, des tests à Singapour et livraison en Suisse. Donc, j'ai une toute petite expérience au début d'entrepreneuriat également sur la Suisse, à travers un partenaire. Ce partenariat a très bien fonctionné. Et au bout de quelques années, j'ai décidé de repartir de zéro sur Singapour et de relancer une activité. Donc, c'est là où j'arrive à la phase 2 de DGCT, où l'objectif était j'avais une idée de développement de produits liée à mon expérience qui était faite en Suisse. Et en parallèle, j'ai rencontré 2 autres sociétés françaises qui étaient dans le même domaine, une qui s'appelle QVD, qui fait de la mesure d'audience pour des écrans digitaux, et Alloscopy, qui fait des écrans 3D sans lunettes. Et donc, en combinant ces 3 activités, en parallèle du développement de mon produit qui s'appelle Ado, donc je développais l'activité sur l'Asie pour ces 2 sociétés. Donc, globalement, j'ai mis la map de l'Asie, donc la zone de chalandise de DGCT couvre l'Asie. Donc, on a des clients qui vont du Pakistan jusqu'au Japon et de la Corée jusqu'à l'Indonésie, et qui couvrent à peu près 4,5 milliards de personnes, mais on est essentiellement sur du business B2B et sur des réseaux, réseaux de distribution indirecte. Et basé sur des compétences très niches et très, très fortes. Nous sommes actuellement 4, et donc je parle donc actuellement, en fait, l'année dernière, on commence à avoir un deuxième pivot sur l'activité, parce que après quelques années de développement, on a commencé à tirer des clients sérieux sur notre plateforme, avec des marques comme Cartier, Samsung ou Clear Channel qui sont intéressés. Donc, on est en train de commencer à réfléchir à l'accélération de cette activité-là. Donc, pour s'éloigner un petit peu de la distribution potentiellement de produits et de start-up françaises. Voilà, très rapidement. J'ai encore du temps ou pas? Laurent, merci. On va passer à la partie… Mais peut-être juste pour rebondir sur Frédéric, en effet, donc je suis tout à fait d'accord avec Frédéric, c'est que sur mon domaine d'activité également, donc on a basé l'activité sur des compétences technologiques fortes. J'ai démarré mon activité parce que j'avais également un réseau, j'avais déjà une bonne connaissance de la région. On fait partie, je pense à Frédéric, de ce qu'on appelle les entrepreneurs français de l'étranger, qui vient apparemment juste d'avoir un statut de reconnaissance avec le gouvernement français cette année, où on est même éligible on serait éligible à recevoir des VIE. Je ne sais pas encore comment ça se passe, mais donc il y a une reconnaissance de l'État français. Pour l'INSA, Il y a une reconnaissance de l'État français qui considère que les entrepreneurs français de l'étranger participent au rayonnement de la France et de l'économie française. Et c'est ce qu'on fait sur toute la région. Voilà. Merci Laurent. Je suis ravi d'avoir la question. Ouais, merci à tous les 3. Donc, on l'a vu, des défis communs à l'ensemble du monde où qu'on soit, et en même temps des spécificités, bien évidemment, au marché liées à un pays en particulier, à une culture en particulier. Je me tourne cette fois vers Isabelle, qui, je pense, a déjà une première question pour nos intervenants. Oui, bien sûr. Donc, j'ai une première question qui regroupe plusieurs questions, on va dire. J'ai essayé de recouper entre plusieurs questions. Donc, la première question qui s'adressera à tous, même si elle a été posée à Ola spécialement au début. Donc, ce serait, selon vous, quel est le meilleur, on va dire, commencer seul ou commencer à plusieurs? Et si on commence à plusieurs, comment bien choisir en fait ses partenaires et savoir que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas?
selon vous? Je ne sais pas Alors, qui qui veut commence? commencer par répondre. Posez Olabisi, on laisse parler Olabisi. Ok, alors pour cette question-là, il n'y a pas de vraie, il y a pas de vraie réponse. La vérité, c'est que, à mon avis, hein, il faut commencer. Le plus important, c'est de commencer. Euh, et vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, si je parle de mon parcours, euh, ça s'est fait naturellement. Les choses se sont faites naturellement parce que les relations que j'ai avec mes associés, c'est des relations amicales. On était étudiants au même moment en France. Vous voyez, je sais pas ceux qui connaissent la salle de, je sais pas si la salle de Chouille existe toujours à l'INSA Lyon, mais voilà, quand on finissait les soirées en salle de Chouille, il est 4 heures du matin, il faut nettoyer la salle. Ben, il restait deux, trois personnes pour nettoyer la salle et dedans, il y avait moi et un de mes associés. Bref, donc il y a des relations qui étaient là et je savais que j'étais avec des personnes de confiance. Donc, les choses se sont faites naturellement et je pense qu'en termes d'association, en termes de business, il faut pas forcer les choses et souvent, vous pouvez commencer seul et sur le chemin, vous rencontrez des gens qui correspondent. Je vous invite je vous invite à parcourir un petit peu la chaîne YouTube de Coup d'État avec Oussama Hamar, Alice, qui sont basés à Paris. Ils ont aussi une chaîne qui s'appelle Startup Food. Et dedans, il y a des interviews d'entrepreneurs, en majorité basés en France, mais qui racontent justement ce genre de parcours, comment ils ont fait pour trouver leurs associés, est-ce qu'ils ont commencé seuls. Et il y a plein de petites, il y a plein, c'est comme des petites études de cas où vous allez voir peut-être celle qui va vous parler le plus. Mais vraiment, c'est un cheminement, c'est un cheminement un peu personnel. Après, il y a aussi il y a aussi un truc, c'est que lorsqu'on s'associe, vous mettez un risque sur la relation que vous avez avec vos associés. C'est-à-dire que en général, vous savez, il y a des gens qui sont amis, mais après le business, il y a une dispute qui fait qu'ils peuvent même plus être amis. Non seulement ils travaillent plus ensemble, mais ils sont même plus amis en fait. Donc il y a des gens qui mettent, on va dire, en le business, les enjeux sont tellement grands que ça crée quand il y a des problèmes, ça crée des ruptures qui sont difficiles à réparer. Quand ça marche bien aussi, ça marche très bien, tant mieux. Et je pense que ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser avant de se avec quelqu'un. C'est si on doit se séparer, comment est-ce que je voudrais qu'on se sépare? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à compromettre même la relation que vous aviez avant, ou bien est-ce que quoi qu'il arrive, même si le business doit euh, mourir, entre guillemets, vous allez préférer tuer le business plutôt que tuer la relation que vous avez avec avec vos associés. Donc tout ça, c'est des questions qui rentrent en compte. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement, mais je vais laisser Laurent et Frédéric compléter. Bah, brièvement, je suis tout à Brièvement, je fait suis tout à d'accord fait d'accord avec ce que tu as avec dit. ce que tu as dit. J'ajouterais qu'il faut écrire les choses. C'est un peu comme se marier, mais penser à un contrat de mariage. Donc, ce n'est pas un mariage d'amour, hein, c'est un mariage de circonstances. Donc, il faut un contrat de mariage, en gros, ce qu'on appelle un shareholder agreement en anglais. Et il faut que ce soit clair. Et tu as absolument raison. Ce qui doit être clair, c'est surtout quand ça ne va pas. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on doit se séparer. Et effectivement, il faut surtout pas oublier que si vous devez trouver quelqu'un, ça va se faire naturellement. Pour moi, ça s'est fait naturellement dans les relations. On commence à connaître les gens, on commence à comprendre quelles sont leurs capacités, qu'est-ce qu'ils vous apportent. Parce que si c'est pour se mettre avec quelqu'un qui vous ressemble, alors ça, c'est une perte de temps totale. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vous ressemble, il faut que ce soit quelqu'un qui vous complémente. Et une fois que vous avez trouvé ça, il faut aussi garantir que les objectifs, qui sont les objectifs personnels et liés à la réussite de la boîte, doivent être les mêmes. Parce que s'il y en a un qui dit « Ah, moi, je voudrais gagner 10 millions
et claquer tout dans les premiers mois, et l'autre, il dit, moi, je veux mettre 20 ans à gagner autre chose, vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs, ça ne marchera jamais. Voilà. Laurent, qu'en t'en penses? Tout à fait d'accord. C'est ce que j'allais dire, c'est en fait, un partenaire, c'est comme aussi un contrat de mariage. Il faut bien définir les choses. Ça se fait. L'autre chose qui est importante, je pense que c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'en effet, il faut trouver un partenaire qui est complémentaire et pas qui est le doublon de vous-même. Et deux, que la relation arrive à être équilibrée. C'est-à-dire que les rapports de force en termes de compétences, en termes également financiers, arrivent à un certain équilibre. S'il y a trop de déséquilibre, ça ne tient pas. Voilà. Est-ce que si je peux juste ajouter un petit mot, je ne sais pas si ça va peut-être parler et aider certains sur l'équilibrage, la complémentarité au niveau des compétences, c'est important. Chacun son rôle. Par contre, là, je parle vraiment de vécu. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Nous, on est trois cofondateurs, trois associés. Et au début, naïvement, on s'est dit, on est trois. Donc, en fait, lorsqu'il y a une décision à prendre, il y a toujours deux contraints, en fait. Au mieux, on est tous les trois d'accord, mais sinon, il y a deux contraints. Donc, on fait un système de genre, on peut voter. Ça ne marche absolument pas. Il faut, si vous êtes trois, vous êtes quatre, et je connais des entrepreneurs qui réussissent bien ici au Sénégal, d'autres en Afrique. Même si vous pouvez être 5, vous pouvez être le nombre que vous voulez, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un, un seul individu, qui ait le dernier mot. Merci beaucoup pour vos retours. Je ne sais pas si Mohamed, si tu as des questions supplémentaires. Ah, on ne l'entend pas, Mohamed, tu es en mute. Alors, on a une question de Sharifa Nao, qui est de la filière génie civil, qui se pose la question par rapport à la création d'entreprise. Est-ce qu'elle doit se lancer tout de suite après la sortie d'école? Est-ce que d'abord, elle rentre dans le salariat et elle essaie d'acquérir un peu d'expérience et de cultiver son réseau? Ou est-ce qu'elle peut lancer la création de son entreprise directement après la sortie d'école? Je pense que Frédéric a répondu à cette question. Si tu as quelque chose à compléter, et après… Oui, effectivement, si ça devait être moi, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas parce que je ne vois pas comment un métier aussi complexe que peut l'être le métier du génie civil, comme pourraient l'être les télécoms et autres, je ne vois pas comment on peut apporter au monde quelque chose qui a de la valeur sans avoir nous-mêmes été impliqués et avoir transpiré dans le métier en connaissant les rouages. Si elle est génie civil, mais elle veut se lancer dans le prof de yoga, bon, là, je n'aurais pas vraiment de commentaires à faire. Mais si c'est pour rester dans le domaine du génie civil et être la meilleure, parce que l'objectif, c'est d'être le meilleur dans son domaine d'activité, d'accord? Si c'est pour ça, moi, je lui conseillerais de passer au moins 5 ans minimum en entreprise pour comprendre comment ça fonctionne. Mais ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Laurent, tu souhaiterais intervenir pour compléter? Non, la question s'apporte au génie civil, donc je ne suis pas très compétent là-dessus. Mais bon, dans tout, on sort tous d'une école d'ingénieur, donc on a appris un certain métier, une certaine expertise. Donc c'est ça qu'on a, en tant qu'INSA, qu'on veut valoriser. On a un défaut d'être un petit peu trop technique aussi. Et en effet, la connaissance du métier, la connaissance du marché est importante, quelle que soit l'activité. Donc, et en fait, on s'aperçoit également que quel que soit l'endroit où on est, finalement, on se retrouve toujours dans un domaine niche et qu'à la fin, avec un certain nombre d'expériences, après 10 ans d'expérience, quand je travaillais dans le broadcast, on retrouvait toujours les mêmes personnes, que ce soit à Hong Kong, aux États-Unis, à Amsterdam, c'était toujours les mêmes personnes.
Donc, sur certains domaines de compétences, on retrouve toutes ces personnes et il faut se battre pour être reconnu dans ce cercle-là, quelle que soit l'activité. Je pense que ça peut s'extrapoler à tous les domaines. Alors, moi, je vais aller à contre-courant de... Je vais bien sûr vous dire de lancer l'entreprise le plus tôt possible parce que c'est vrai que je vois, bon, vous connaissez tous Elon Musk par exemple, qui est basé en Californie. C'est quelqu'un de très technique, très compétent. Et apparemment, il passe la majorité de son temps sur des tâches d'ingénierie, sur du travail technique. Euh, mais en même temps, toutes ces compétences-là, il les a accumulées dans son vécu entrepreneurial parce qu'il a commencé à créer des entreprises très, très tôt. Donc, le fait d'apprendre des choses, en fait, en école d'ingénieur, on nous apprend à apprendre. Et si vous devez monter en compétence sur un sujet particulier, de toute façon, vous pouvez toujours toquer aux bonnes portes, lire les bons livres et puis vous intéresser et puis monter en compétence. Mais en fait, le truc, c'est que la compétence technique d'un point de vue entrepreneurial, à mon avis, hein, même pour quelqu'un qui veut lancer des fusées et tout ça, elle est moins importante que la compétence de leadership. Et il y a des choses, que ça soit en école d'ingénieur et même, je ne suis pas sûr qu'en école de commerce, on insiste assez dessus. Et moi, il y a des problématiques humaines que j'ai découvertes ici au Sénégal. Donc, c'est vrai que c'est une culture que je ne connaissais pas. Donc, j'ai dû m'adapter aussi. Ça aussi, ça a été un exercice qui est toujours pas totalement fini d'ailleurs. Mais en réalité, c'est une aventure humaine. Donc, le but, c'est de recruter des gens qui sont plus compétents que vous, plus techniques que vous, et vous allez créer une loyauté qui va faire que lorsque vous dites go, elles y vont à fond. Et c'est un plaisir d'arriver au bureau et de trouver des gens qui sont non seulement compétents, mais en plus qui ont la conscience professionnelle, qui ont compris le projet, qui ont compris où on va. Et ça s'apprend que en faisant. C'est pas en étant salarié euh, que vous allez monter en compétence sur ces questions-là humaines, sur ces questions-là de leadership, même si il y a des expériences intrapreneuriales, vous pouvez apprendre à manager une équipe et tout ça, mais l'état d'esprit n'est pas le même. Donc moi, honnêtement, j'ai commencé, j'avais 25 ans, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de femme. Aujourd'hui, je suis un père de famille. Les contraintes sont plus les mêmes, même si je sais que je serai entrepreneur jusqu'à la fin de ma vie. Mais le truc, c'est que la chance que vous avez quand vous sortez d'école, c'est que vous n'avez pas toutes ces contraintes-là. Vous pouvez foncer. Et si ça vous fait peur, c'est normal. Mais comme je disais tout à l'heure, regardez, il y a tout un écosystème entrepreneurial qui est grandissant en France et notamment sur Paris. Il y a plein d'histoires de jeunes qui ont fait des super belles choses et ils ont démarré à 25 ans, à 26 ans. Ils ont démarré en sortie d'école. Et il faut juste voir comment ils ont fait, s'inspirer et foncer. Et des fois, c'est sur des startups qui sont très techniques. Merci beaucoup Merci pour beaucoup votre pour votre retour, retour. qui sont très différents. J'ai vu aussi que dans les commentaires que Julien était d'accord. Il validait aussi l'expérience d'Ola, mais je pense aussi que chacune de vos expériences est valide aussi. Moi, j'aurais une autre question du coup qui touche plus le contexte international dans lequel vous avez évolué. Donc, on avait une question qui était sur comment mieux appréhender justement la culture dans laquelle vous voulez développer votre entreprise, si ce n'est pas une culture que vous connaissez, et comment mieux la comprendre et comment développer un réseau justement dans ce nouvel environnement. Je vous laisse réfléchir, mais prenez la parole quand vous avez une idée. C'est pas une question facile parce que culturellement, moi j'ai toujours dit traverser la Manche, c'est aussi compliqué que d'aller travailler en Chine hein, en termes de culture. Et les gens ne me croient pas jusqu'à ce qu'ils parlent à un Anglais et ils fassent du business avec un Anglais, un vrai Anglais. Et là, vous dites, ah oui, quand même, c'est pas pareil. Donc,
dans mon expérience, encore une fois, elle est purement personnelle, ça a mis 5 à 10 ans à vraiment comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. C'est pas du tout, et j'apprends encore de nos jours, ça m'arrive encore pas de faire des impairs, parce que ça arrive quand on est plus jeune, mais de me tromper sur mon appréciation de quelque chose. Donc culturellement, c'est plus simple si effectivement vous êtes du sérail. Si vous n'êtes pas du sérail, ça demande un effort considérable, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Alors, de mon côté, c'est un peu compliqué. Parce que déjà, donc, on couvre une région qui est assez large, avec une dizaine de pays, avec des cultures et des spécificités vraiment très différentes. Même entre Taïwan, Hong Kong, Singapour, la Chine, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes mentalités. Le fait est, c'est que Singapour, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis basé à Singapour, c'est que c'est très anglo-saxon et multiculturel, donc c'était très facile de s'adapter. Donc ça, c'est le premier contact, est toujours beaucoup plus facile, et c'est une culture assez anglo-saxonne. Donc c'était assez facile de faire du networking, de rencontrer des personnes quand on partait de zéro. Même c'est beaucoup plus facile en fait. Et à l'époque où je suis rentré en 2008, j'avais commencé à faire du business développement sur la France. L'équivalent de 6 mois de business développement en France, je le faisais en 1 mois sur Singapour. Parce que les portes s'ouvraient vite, parce qu'on était dans une culture internationale et où les gens étaient hyper ouverts. Donc ça, mais c'est vraiment spécifique à Singapour. Parce que Singapour est un hub international avec beaucoup de multinationales. Quand on va commencer à travailler sur Hong Kong, c'est un petit peu plus chinois, à mesure. Donc Frédéric pourra en parler. C'est beaucoup plus spécifique. C'est vrai qu'il y a le problème de la langue est une contrainte. Et pour revenir, donc ça c'est vraiment, même si basé sur moi je m'appuyais sur mes compétences et sur mon réseau dans les domaines, sur mes niches techniques, parce que j'avais un réseau et je connaissais du monde, et c'est ça qui me permettait d'être valorisé, d'être écouté sur la région. Après, il y a en Asie, la notion de réseau est très importante, et le plus facile, le plus récurrent, c'est surtout de pouvoir gagner la confiance de ses clients, de ses partenaires. Donc, être là, et on était assez souvent challengé sur le fait qu'en tant qu'étranger, on nous disait tu ne seras pas là dans 1 an. Donc, et là, c'est plutôt dans une situation en disant que j'ai travaillé beaucoup plus de temps sur Singapour que la plupart des gens avec qui je travaille maintenant. Mais donc, arriver à instaurer la confiance et le long terme est dominant pour moi. Et ça va au-delà quelque part de la langue. Je ne suis pas une référence. Et j'apprends en permanence. Une petite dernière question. Alors, est-ce que lorsque vous avez créé vos entreprises, est-ce que vous avez eu des contraintes familiales? Comment ça s'est passé? Comment vous avez géré ça? Alors, pour ce qui me concerne, oui, quand j'ai créé mon entreprise en 2007, j'avais déjà, j'étais marié, j'avais une fille. Donc, il faut effectivement, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle avec son partenaire ou son épouse de dire les choses telles qu'elles sont, et effectivement, c'est une décision qu'on ne prend pas tout seul. Parce que se jeter dans l'entrepreneuriat, c'est aussi se jeter un peu dans un certain risque potentiellement. Je sais que maintenant que moi, j'ai fait un parcours intéressant en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est plus risqué d'être salarié ou vous êtes dépendant d'un patron que d'être vous-même le patron. Mais au début, ce n'est pas du tout comme ça. Au début, si vous n'avez pas de clientèle, vous ne mangez pas à la fin du mois. Donc, c'est très important
ne pas faire quelque chose un peu en égoïste. Si vous le faites en égoïste, vous risquez éventuellement de détériorer votre relation, vos relations personnelles. Il faut que de la même manière que vous devez avoir des partenaires, si vous avez des partenaires qui ont les mêmes objectifs, il faut que votre épouse ou votre partenaire dans la vie partage et soutienne ces objectifs. Sinon, c'est très difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une femme très compréhensive et patiente. Voilà. Marie-Pierre, on a toujours du temps pour... Allez, un dernier élément de réponse, si je crois que Laurent voulait... Ouais, de mon côté, donc, j'ai rencontré mon épouse au moment où je créais des GCT, donc c'était un peu particulier. Donc sur la première phase, par contre, sur la deuxième phase, quand on est revenu sur Singapour et relancé l'activité, et en fait, j'avais la chance d'avoir une épouse très compréhensive. Et en fait, on a relancé l'activité juste au moment de la crise de 2008. Et c'était mon épouse qui amenait la soupe le soir. Hein. Donc, il faut en effet avoir une épouse qui vous soutienne, qui soit là et qui soit partie prenante du projet. Merci à tous pour ces témoignages. Alors, un dernier message que Laurent, Olabisi et Frédéric, vous souhaiteriez adresser à notre audience d'aujourd'hui, en un mot. Alors, en fait, pour moi, ouais, je voulais juste demander à Sherifa Mao, qui a posé une question, d'essayer de regarder sur YouTube une chaîne qui s'appelle Justin Architecte. Je sais que c'est pas du génie civil, c'est de l'architecture, mais c'est un jeune qui a une histoire. Il est entrepreneur, il fait beaucoup de chiffres, il a des clients au Burkina et je pense que ça peut peut-être l'aider dans sa réflexion, les questions qu'elle se pose. Voilà, c'était mon mot de la fin. Merci. Ici, Frédéric. Moi, je dirais, posez-vous toujours la question de ce que vous pouvez apporter au monde et pas de ce que le monde peut vous apporter. Et vous serez sans doute gagnant. De mon côté, je pense que le mot-clé, c'est persévérance. Donc ça, c'est insister, persévérer. Même si dans mon débat, dans mes explications, j'expliquais qu'il fallait que c'est plus facile de se baser sur des compétences naturelles. Je suis aussi d'accord que c'est bien de pouvoir se lancer tôt et d'apprendre sur le tas. C'est également très valorisant et très encourageant. Donc, lancez-vous, mais réfléchissez et surtout, soyez persévérants. Les exemples d'Elon Musk ou de tous les gens qui ont gagné des milliards, etc., c'est très rare. Donc, attendez-vous à un long voyage. C'est un petit peu comme une excursion en montagne. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des falaises et il y a des crevasses. Il faut arriver à survivre. Merci beaucoup. Alors, je ne saurais clore cet INSA Talk sans un court sondage. Vous avez l'habitude, pour ceux qui nous sont fidèles. Aussi en profiter pour remercier bien sûr toute l'équipe organisatrice, donc Isabelle, Mohamed, Véronique Deruel, que je n'ai pas encore citée, qui est la directrice de la communication pour le groupe INSA. Et puis, je tiens également à saluer les associations d'INSA Alumni. Julien, encore merci pour votre participation aujourd'hui. Merci à nos chers diplômés pour la transparence, la franchise aussi de vos propos. Et à vous tous pour ces échanges, encore une fois, très enrichissants et très inspirants. Alors, j'évoquais en début de séance un rendez-vous mensuel. Donc, à vos agendas, le prochain traitera de la poursuite d'études post-diplôme. Ce sera en mai. Malheureusement, je n'ai pas encore la date précise. Et j'en profite du coup pour vous dire, suivez-nous sur les pages du groupe INSA, Facebook, LinkedIn, vous aurez ainsi toute l'actu. Alors, au risque de me répéter, eh bien, au nom du groupe INSA, encore nos meilleurs souhaits pour les mois qui viennent. J'espère que la conjoncture va pouvoir s'améliorer. Patience, confiance, résilience, comme je le dis souvent.
J'en profite pour remercier tous les acteurs du groupe INSA au niveau des relations internationales, mais au niveau aussi de toutes les initiatives, justement, et sections ingénieurs entreprendre. Donc, on compte sur vous pour partager, réagir. Et je terminerai peut-être sur une citation de Gaston Berger, que vous connaissez tous, un des cofondateurs du modèle INSA. Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Alors inventons, inventez, entreprenez, tout cela avec audace, pertinence et vigilance. Il n'y a pas un modèle unique, mais des modèles uniques. Et j'ai beaucoup entendu parler aussi de réseaux d'influence. Peut-être que cela fera aussi le thème d'un prochain INSA Talk. Dans l'attente, eh bien, bonne journée, bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt pour de nouveaux INSA Talks. Merci. 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 Merci, au revoir.